Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou que je ne connais pas encore, donc, je suis Yvan Coutas, directeur général d'Ardis. Je vais laisser la parole à David du FCG. J'ai pris un risque parce qu'il est monté sur scène avec moi. Là, on ne fait pas le même poids. Alors, non, ouais, la scène a peut-être pris un risque. Donc, on est très très heureux de vous accueillir, très fiers de vous accueillir dans ce nouveau bâtiment qui est notre nouveau siège à Grenoble. Alors, vous avez peut-être entendu parler, avant de parler de Grenoble, d'actualité chez Ardis, parce qu'en ce moment on passe beaucoup de temps aussi à développer l'entreprise en dehors de Grenoble, en dehors de France. On a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, la création d'une filiale dédiée et le rachat d'une structure en Pologne autour de Salesforce, donc avec une marque qui s'appelle Cloudity. Donc on est aujourd'hui un intégrateur pure player autour de Salesforce, leader en Europe, puisqu'on a maintenant 200 collaborateurs en Pologne, en Allemagne et en Suède, et puis 150 collaborateurs en France sur cette activité-là. Donc très très fier de développer nos activités. J'étais en Espagne aussi en début de semaine sur nos activités logistiques. Bref, donc on fait plein de choses en dehors de Grenoble, mais là aujourd'hui on est super content d'être à Grenoble avec vous. Grenoble, c'est notre siège historique, et puis c'est aussi là qu'on a développé le cœur de nos activités. À l'époque, on n'avait pas autant de clients, donc là aussi on voit la différence par rapport à il y a 10-15 ans, on était un nombre de clients et de partenaires beaucoup plus resserré. Donc on a énormément développé sur nos nouvelles offres nos relations clients, et on est extrêmement fiers aussi de ce qu'on fait sur notre territoire, puisqu'on a la chance de travailler avec des clients, des amis, des partenaires, avec un vrai savoir-faire technologique, et puis aussi un savoir-faire humain qui est juste énorme à Grenoble. Donc, on a à cœur ici dans ce nouveau bâtiment donc, qui va accueillir 350 collaborateurs, enfin qui accueille déjà en fait. Donc à Grenoble on est 700 collaborateurs, à la presqu'île et puis le reste des équipes étant ici. Et donc on est ici pour le cœur du recteur, je dirais, où on accueille aussi tous les nouveaux managers, les nouveaux collaborateurs, les collaborateurs des filiales. Alors quand je dis qu'on accueille avec parcimonie, parce qu'on travaille aussi sur notre bilan carbone, donc on fait aussi attention à ce sujet-là. Et c'est aussi là qu'on travaille sur les nouvelles offres autour du numérique responsable. Donc certains ont peut-être travaillé sur l'atelier autour de l'accessibilité numérique qui est au premier étage. Je vous invite à regarder tout ça. Certains ont peut-être fait la fresque du climat, enfin en tout cas un avant-goût de la fresque du climat au 5e étage. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi beaucoup. Hier soir, on était ici même avec le COMEX de l'entreprise pour faire la fresque du climat. Donc on avait lancé notre roadmap autour en particulier du climat, mais aussi de la diversité et de l'éducation. Et on n'avait pas eu l'occasion de faire la fresque du climat. Et donc on avait un animateur de luxe qui est Laurent Boisdy, qui est le directeur général de PhotoWeb, pour ceux qui le connaissent, qui a fait la convention des entreprises pour le climat, et qui est venu nous animer la fresque du climat pour partager son expérience sur la roadmap. Et c'est à mon avis des choses qui vous intéressent et c'est des sujets sur lesquels vous travaillez dans vos entreprises respectives. Voilà, donc je vais laisser la parole à David. Donc quand on parle de partenaire de poids, je pense qu'il résume bien la situation. Non, j'avais dit que je taclais Nicolas, mais pas des partenaires. Donc on a lancé aussi un partenariat à Grenoble, avec le FCG, sur lequel on va travailler sur différentes composantes aussi, sur le sujet de l'éducation, de la reconversion, de la diversité. Et puis pour la première année, on s'est affiché sur le maillot pour ceux qui suivent un peu le rugby. Donc Christian Malmin, le fondateur de l'entreprise, avait toujours rêvé d'être sur le maillot du FCG, et on l'a fait, donc on était assez contents, et c'était un petit clin d'œil aussi à Christian. Voilà, donc David qui va nous parler de choses et d'autres. Donc je te laisse la parole, encore merci. Et on se retrouve ensuite à la buvette, c'est comme ça qu'on dit, non dans le rugby, non? C'est ça, à 3e mi-temps, ouais. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup Yvan. Yvan m'a demandé d'intervenir. L'idée c'était vraiment pas de vous faire la page de pub sur le FCG, c'est pas du tout l'objectif, même si le logo est en gros, parce que j'en suis très fier. Mais vraiment c'était plus vous parler de ce qui moi m'a nourri, ce que le rugby m'a apporté. Parce que j'ai le sentiment que finalement c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est des histoires de rencontres, des histoires d'hommes, des histoires de femmes bien évidemment. Mais en tout cas c'est des histoires d'échanges et de liens. Donc le petit « et » comme ça là je l'aime bien, parce que c'est vrai que on est là pour ça, quoi, pour vraiment créer du lien et puis faire en sorte de connecter et de créer la rencontre.
Je voudrais que ça soit pas que descendant, même si on a l'impression là un petit peu, mais je voudrais aussi qu'on puisse partager et échanger entre nous. Donc bon, moi je me présente rapidement, je suis David Dussert, donc directeur général du club du FCG, j'ai 44 ans, j'ai une femme de petite fille et je suis grenoblois et fier de l'être. J'ai découvert le rugby pourtant dans le sud de la France et puis j'ai eu la chance de pouvoir jouer en équipe professionnelle, c'était en noir et blanc. C'était au début des années 2000 où j'ai joué une dizaine d'années essentiellement en Pro D2, le deuxième niveau de la ligue. Et puis j'ai eu la chance après de créer ma boîte. Alors une boîte qui est aussi proche du groupe Hardis finalement indirectement, puisque c'est une boîte qui fait partie du groupe Mare Nostrum, donc qui est bien représenté ce soir. Et effectivement j'ai travaillé sur les axes de la reconversion, donc c'est aussi un sujet effectivement qui nous rejoint avec Yvan. J'ai été directeur de la formation du FCG et puis entraîneur. Depuis décembre 2019, j'ai eu la chance de prendre le poste de directeur général du club avec une vision transverse sur l'ensemble des activités du club. Donc rapidement pour vous situer le contexte, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Au moment où on arrive, l'équipe arrive on va dire en fin de cycle, puisque l'équipe est descendue de top 14 à Pro D2. Elle est un peu en souffrance au moment où on la prend et on décide de reconstruire et de rebâtir à partir des valeurs dont je vais vous parler, avec un vecteur qui est, enfin deux plutôt, le territoire et la formation. Donc je pense que c'est des sujets qui vous intéressent aussi. Et finalement, encore une fois, on va pouvoir faire un certain nombre de parallèles. Et on a reconstitué un nouveau staff, etc. On a reconstitué le management pour reconstruire tout ça. Donc année l'année dernière très compliquée. Cette année, ça va un petit peu mieux. On a encore 2-3 bricoles à gérer en coulisses parce que c'est pas évident tous les jours. Mais au niveau sportif, on commence un petit peu à revoir la lumière. Donc on est dans une phase plutôt positive. Et notamment grâce à quelque chose qui a été ultra positif pour nous, c'est ce rayon de soleil qui nous arrivait en plein cœur de l'été. Avec la signature de ce magnifique partenariat avec Hardis, qui était déjà partenaire, Yvan a omis de le dire, et du coup est passé dans une autre dimension effectivement en s'associant vraiment à nos couleurs, à notre maillot, le maillot étant quand même l'objet central de tout, puisque on joue pour ça, on se bat pour ça. Pour illustrer une rencontre, moi j'aime bien présenter un graphique très très basique, de dire qu'en fait il faut qu'on arrive à trouver des points d'accord entre nous en fait, parce que sinon effectivement on va pas se comprendre. Donc j'ai mon cadre de référence, tout ce que je vous ai raconté, mon histoire, etc. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de partager avec vous la vôtre. Donc, et puis de trouver, je dirais, une vision, ce que j'appelle la vision contractuelle, c'est-à-dire la vision où nous sommes d'accord sur. Voilà. J'espère qu'il y a au moins un truc sur lequel on va être d'accord ce soir. Encore une fois, j'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier, au contraire. Mais donc moi, mon métier, c'est le rugby. Donc le rugby, c'est quoi? Je vais essayer de faire très simple. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas un cours. Le rugby, c'est un gars au 19e siècle qui jouait au foot dans la ville de Rugby et qui a pris le ballon sous le bras et qui a décidé de la porter derrière la ligne et de marquer d'une autre façon que le simple jeu au pied. Donc ce gars, il s'appelait William Webb Ellis, ça a donné le nom à la Coupe du Monde de rugby. Mais en fait, si on revient aux origines, il y a un truc qui se passait dans des villages au Moyen-Âge, un truc de psychopathe, c'est ce qu'on appelle la soule. La soule, c'était un principe très basique, de dire, on est dans un village A, on va apporter une vessie de porc dans un village B. Sauf que les gens du village B ne sont absolument pas d'accord et souhaitent récupérer la vessie de porc pour la ramener au pied de l'église du village A. Voilà. C'est extrêmement simple, hein. De toute façon, si le règlement était scientifique, ça se saurait. Vous imaginez, c'est un peu la scène qu'on peut voir sur la deuxième photo, c'était un immense magma de personnes et il y avait bien évidemment des morts, etc. Parce que c'était déjà dans le domaine du combat, mais sans règles. Donc, une fois que le rugby est devenu véritablement un sport, on a redéfini un petit peu tout ça, on recadré tout ça. Et en fait, aujourd'hui, le rugby, c'est le seul sport collectif de combat. Les sports de combat, il y en a plein, le boxe, etc. Mais collectivement, il n'y en a qu'un. Donc déjà, à travers ça, on se dit que le mot collectif, que j'ai mis dans une couleur particulière, est forcément au cœur du débat. Organisé, donc on a organisé les choses, il y a des postes, des rôles, voilà, les avants, les trois quarts, etc., en fonction du gabarit, etc. C'est censé logiquement répondre à tous les profils, et puis réglementer, forcément. Il y a 4 règles fondamentales, c'est la marque, aller apporter le ballon derrière une ligne, c'est le tenue, c'est-à-dire être capable de plaquer, tout simplement. Le hors-jeu,
c'est-à-dire qu'on détermine qu'il y a deux camps, d'accord? Et puis il est en avant. Alors là, c'est un truc aussi quand même un peu torturé, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de faire la passe en avance à quelqu'un qui est en avant. Et donc du coup, ça crée de toute façon automatiquement ces lignes de hors-jeu. Voilà. Et c'est un rapport d'opposition. Donc on est vraiment dans un affrontement entre les utilisateurs et les opposants. Et les principes fondamentaux, c'est tout simplement avancer ou faire avancer. C'est gagner ses duels. Ça c'est aussi, que ça soit offensif ou défensif. Conserver le ballon, s'organiser dans le contact. Et en assurant la continuité du jeu, en essayant de faire vivre le ballon. Tout ça pour marquer ou empêcher de marquer. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au rugby, il y a une notion qui est très très simple. Et c'est pour ça que ça m'a plu, parce que moi là-bas, je n'étais pas forcément un grand sportif. Et ce qui m'a plu, c'est que en fait, au rugby, quand on est seul, non seulement on n'est pas efficace, mais on est en danger. Donc on a forcément besoin des autres. Et on n'a pas forcément besoin des autres de manière totalement désorganisée, on a besoin des autres de manière structurée, coordonnée, de manière efficace. Donc si je fais un exemple basique, je suis responsable, tiens, porteur du ballon. Donc le ballon il est un peu dégonflé, hein. C'est parce que je l'ai demandé au dernier moment. Si tu as besoin de quelqu'un dans la salle pour ton exemple, tu demandes un volontaire. Mais c'est ce que je comptais faire. Ah. Bah toi attends, t'avais qu'à pas. Allez, viens me voir. Donc je suis porteur de balle, je suis responsable du ballon. Le ballon, celui-là, c'est un mauvais exemple parce qu'il est tout crevé. Par contre, il est quand même celui du RCC Saint, c'est quand même un club du coin. Mais c'est l'objet central. C'est notre Graal pour nous. C'est votre dossier ultra important, le truc, faut pas vous lâcher l'affaire. C'est juste vital. Parce que c'est celui qui va nous permettre d'avancer et de marquer. Donc je suis porteur du ballon. Et Yvan, qui est mon soutien, d'accord, qui fait partie de mon équipe, lui, il est responsable de moi. Responsable de moi. Responsable même de ma santé. D'accord? Je suis responsable de ma santé, parce que si j'arrive dans le contact et je fais n'importe quoi, je vais mourir. Mais lui, il est responsable aussi de mon intégrité physique par rapport à son attitude qu'il va avoir quand je vais aller au contact. D'accord? On va aller au contact. Monsieur, attention, il y a les lunettes quand même. Non, vous inquiétez pas, l'histoire, c'est une histoire de barrage. En fait, quand j'ai le ballon, je dois franchir un barrage. D'accord? Donc, mettez-vous au fossile. Voilà. Ça va bien se passer que gestion. Là, je suis dans une situation de 1 contre 1. Donc, en fait, j'ai plusieurs solutions. Soit, effectivement, je vais droit devant comme ça. Il y a de fortes chances que celui qui est en face ne soit pas d'accord et trouve des solutions pour quand même me contrer, me stabiliser. Donc moi, déjà, il faut que j'arrive à trouver les brèches et à trouver les solutions pour passer derrière lui. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va dépendre de ce qu'il y a autour. Monsieur? Madame? Si j'ai un barrage qui est écarté, vous êtes écarté un petit peu, j'ai des solutions. Parce que je vais pouvoir aller dans ce qu'on appelle l'intervalle, essayer de rentrer. Par contre, ils vont quand même m'accrocher, et c'est là où je vais avoir besoin d'Yvan, qui lui va venir essayer de trouver justement les espaces libres, par exemple ici. D'accord? Ok? Parce que moi, j'aurai attiré la défense. Si par contre, ils sont là très très regroupés, très très en bloc, là je suis dans la... Parce que j'ai deux solutions. Là, j'ai pas de soutien, j'ai personne avec moi, je vais faire un truc tout simple pour éviter de me faire engueuler à la vidéo demain matin. Je vous dis souvent, la perte de balle, c'est juste le truc qui est dramatique. D'accord? Donc là, si je me fais, pour pas me faire engueuler, j'ai une solution tout simple. Je vais conserver le ballon. Conserver le ballon, c'est me jeter par terre. Me jeter par terre, je vais pas le faire parce que je vais me blesser. Mais je vais me jeter, tac, et je vais libérer ma balle. Et comme ça, moi, j'ai fait mon taf. La question, c'est est-ce qu'on a avancé? Est-ce que j'ai franchi? Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire? C'est-à-dire produit quelque chose de positif. Non, j'ai pas produit quelque chose de positif. J'ai fait quelque chose qui vaut 0. Pas -1, mais 0. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai besoin là? J'ai besoin d'aide pour pouvoir avancer et pour qu'on puisse ensemble, collectivement, aller vers l'avancée et que moi j'ai envie de rester debout. D'accord? Donc du coup, je vais travailler ce qu'on appelle les hanches, travailler les hanches. Je vais choisir celle-là. Je vais travailler ici, mais là je peux toujours rien faire, j'ai besoin d'Yvan. Et Yvan, il va venir avec moi, bas, plus bas, et on va avancer ensemble. On va avancer ensemble pour franchir. D'accord? Je sais pas si ça vous parle, si c'est imagé, mais en tout cas, s'il n'est pas là, j'avance pas. D'accord? Par contre,
Si j'ai 15 Yvan qui sont derrière à la queue leu, on va pas les mettre, c'est un peu le bazar, et puis qui arrivent, tac, n'importe comment. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Il faut que ça soit organisé autour de moi. Donc on va juste demander à 2 autres personnes de venir. Vous avez bien fait de mettre au moyen temps. Yvan, tu vas te mettre. Donc là c'est pareil. Si mes 3 soutiens, alors déjà si mes soutiens ils sont devant moi, un peu pas. À pas l'heure. D'accord? Si ils sont placés ici, ça va être facile pour la défense. Qu'est-ce qu'elle va faire la défense en fait? Parce que la défense, soit je vais faire comme ça, soit je vais faire quoi? Je vais leur passer le ballon. Et vous allez faire quoi vous? Madame, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Bim. Là moi, vu que je ne sers à rien, le problème est le même. D'accord? Et on a même perdu un peu de terrain du coup. Parce qu'on est justement en avant. D'accord? Donc, en fait, là la solution c'est toujours déjà d'aller droit, mais d'avoir, pour prendre l'initiative, d'avoir des gens qui soient organisés autour de moi. D'avoir des gens qui soient vigilants, qui soient prêts, qui soient mobilisés pour moi et pour le ballon. Ça veut dire que je vais avoir besoin d'un soutien, alors on va mettre latéral, d'accord, de ce côté, un soutien, ce qu'on appelle axial, et un autre soutien, ceux qui suivent, merci. Donc, et là, une fois que j'ai ça, là, je peux me poser plus de problèmes à la défense. Parce que lui, il va se dire quoi? Il va dire, qu'est-ce que je fais? Je reste sur lui, sur le porteur de balle, mais non, il y a lui. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, ah bah tiens, je peux passer. Ok? Ou alors, tac, pareil de ce côté-là. En ayant cette organisation-là, je sais que je peux, moi, prendre l'initiative et faire quelque chose de positif pour l'équipe. D'accord? Parce que je suis rassuré, en fait. Je suis rassuré, je suis confiant dans l'organisation de mon système. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on appelle, nous, la cellule d'action. Ce que vous voyez là, c'est la cellule d'action. Cette cellule d'action, ça marche aussi à l'autre bout du terrain. C'est-à-dire que ceux qui sont tout au loin là-bas, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils étirent la défense. On croit qu'ils font la sieste, les ailiers là-bas. En fait, ils étirent la défense. Parce que du coup, ils mobilisent monsieur qui regarde son ailier et qui se dit « Oulala, faut que je fasse gaffe quand même à lui. Sinon, il serait concentré sur moi. Et pareil, je serais perdant. » Donc le jeu sans ballon, tout ce qui se passe autour, c'est aussi, ça fait partie de la fourmilière, de la ruche et du système. D'accord? Merci. Moi, je sais que maintenant, je suis un peu moins dans le sportif, beaucoup plus dans l'administratif, on va dire, dans la gestion des services, et j'essaie de me repenser à ça tout le temps. Tout le temps. Parce que dans les entreprises, on a besoin de prendre l'initiative. Simplement, si on n'est pas sûr de notre coût, si on ne maîtrise pas notre objet, si on ne maîtrise pas l'organisation globale du système et si on ne communique pas, ça ne fonctionne pas. Je vous ai parlé de collectif. Donc, collectif, j'ai volontairement fait une faute là, c'est co. En fait, le co, vous le retrouvez partout dans mon intervention. Co, collectif, copain, collègue, communication, coéquipier, etc., etc. Le co, c'est être ensemble. D'accord? Donc être ensemble, c'est quoi? C'est avoir une passion commune déjà. Ça il n'y a pas un soir sans que je ne pense pas à ça. Parce que, en fait, si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait, ça ne marche plus. Donc après, c'est comment, collectivement, on trouve les sources de plaisir. Et on voit qu'en fonction des différentes équipes, on n'a pas toujours les mêmes données en niveau de plaisir. Donc culture commune, ça aussi, ça entretient, c'est-à-dire que, en fait, il faut scanner. Il faut arriver à scanner notre groupe et se dire, je suis en face de qui, en fait? Quelle est la typologie de mon équipe? Est-ce que j'ai que des étrangers? Est-ce que j'ai que des joueurs du territoire? Est-ce que j'ai que des femmes? Est-ce que j'ai que des hommes? Est-ce que j'ai que des jeunes? Est-ce que j'ai que des vieux, etc. C'est tout ce melting pot-là qui est extrêmement intéressant, parce qu'il faut arriver à trouver le dénominateur commun. Chose qu'on a galéré l'année dernière à trouver, et qu'on commence à trouver, je vais vous expliquer comment. Un socle de valeurs commun, on va dire, un projet commun, un langage commun. Donc en fait, tout simplement, je ne vais pas révolutionner le management en disant que la performance, c'est la rencontre entre la dimension collective et la dimension individuelle. C'est-à-dire, en fait, c'est le sens. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Des mecs ont commencé le rugby comme vos enfants à l'âge de 6-7 ans, j'en sais rien, et ont mis les crampons, et 20 ans, 15, 10 ans après, deviennent professionnels de cette activité. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, dans mon activité, c'est que je gère aussi les contrats des joueurs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des gamins de 14-15 ans qui cherchent le contrat. Ils ne cherchent pas forcément à jouer en équipe première de Grenoble au Stade des Alpes devant vous tous. Non, j'ai des gamins qui cherchent un contrat. C'est un choix d'orientation. Et nous, on a un gros travail d'introspection à faire là-dessus pour essayer de remettre ce que j'appelle le sens. C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, on va sur un terrain de rugby
à se prendre des coups, à charger, sous la pluie, machin, avec un arbitre, avec des trucs. Pourquoi on fait ça et pourquoi on en veut en faire notre métier? C'est ça l'intérêt. C'est pas forcément la notion de contrat. Maintenant, c'est comme ça, il faut intégrer ce système-là, mais c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes. En fait, du coup, bon là c'est très très schématique. En fait, c'est pas que l'équipe elle est plus importante qu'une personne, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, on a une accumulation de gens qui sont extraordinaires, qui ont ce qu'on appelle un super pouvoir. Ils ont quelque chose qui leur permet de jouer au plus haut niveau. Là, je parle du très haut niveau. Ils ont quelque chose. Soit ils vont très vite, soit ils réfléchissent plus vite. Il y a nous ce qu'on appelle le voir, juger, agir. Je check beaucoup plus vite, j'agis. Voilà, c'est vraiment cette notion-là de perception, on va dire, de perceptif décisionnel. Donc on a le grand, le rapide, le truc, et puis on a celui qui réfléchit encore une fois plus vite que les autres. Prenons Antoine Dupont, que maintenant je pense que ça parle à tout le monde. Antoine Dupont, c'est sa grosse qualité. C'est pas celui qui va le plus vite, c'est pas celui qui est plus costaud. Il l'est, d'accord? Mais c'est surtout qu'il voit plus vite que les autres. Il comprend plus vite les choses, il anticipe beaucoup plus vite les choses. C'est ça le très haut niveau. C'est pour ça que j'appelle ça des gens extraordinaires. Mais quand on a un domaine de compétences, on est extraordinaire. On est forcément différent. On a un élément différenciant. Et l'objectif, c'est de travailler sur ces différences. C'est de faire en sorte que ces différences, elles se mêlent. Et c'est ça créer du collectif. Et donc du coup, c'est bien d'arriver à créer un projet extraordinaire en créant énormément de liens entre les parties. D'accord? Encore une fois, ça c'est très théorique, mais n'empêche que c'est la réalité. Moi, ce qui m'intéresse au quotidien, c'est les flèches oranges. C'est comment j'arrive à créer de la connexion. D'accord? Si je ne connais pas la personne A et la personne B, si je n'ai pas échangé véritablement avec elle de manière très profonde, en connaissant justement ses motivations profondes à être parmi nous, je ne peux pas arriver à connecter avec la personne B. C'est pas possible. En tout cas, cette interconnexion-là, elle est juste fondamentale. En fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de construire une équipe performante. Ce qui est intéressant, c'est que ce type d'intervention-là, je l'ai déjà fait, et je l'ai déjà fait avant mon expérience là. Et aujourd'hui, en préparant le truc, je me suis posé la question, est-ce que là, tu es que dans la théorie? Est-ce que tu racontes des mythos? Est-ce que c'est la vraie vie? Et en fait, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Jusqu'à maintenant, je vous aurais montré ça il y a 6 mois, on était avant-dernier. Peut-être que j'aurais dit, mais ouais, peut-être que, est-ce que je me trompe? Et en fait, c'est juste que la croissance d'une équipe, c'est jamais comme ça. Il y a toujours des moments où c'est difficile, toujours des moments où on tombe bien plus bas que ce qu'on était d'ailleurs. Et puis, il faut accepter de rebondir, il faut accepter de se relever, etc. Et là, nous, on n'a pas tout réglé loin de là, mais on commence à avoir des curseurs qui bougent. Et je peux vous jurer que là, tu retrouves ta motivation et pourquoi tu es là. Parce que tu vois, tu commences à voir les curseurs qui sont en train d'évoluer et les résultats qui commencent à apparaître. Donc on va continuer comme ça et on sait déjà qu'il y aura d'autres coups de moins bien. Donc en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à transformer une collection d'individus. Le mot collection il est hyper important, parce que c'est la valeur de chacun. Ils regardent tous d'un côté ou de l'autre, d'accord? Et à un moment donné, ils se resserrent. Ils se resserrent autour de quoi? D'un projet. Ils disent ok, on signe pour un projet, pour ce projet-là. Donc aujourd'hui, moi j'ai des jeunes que j'ai coachés en moins de 15, qui sont en équipe professionnelle et qui sont très fiers de l'être. Mais j'ai aussi des étrangers que je connais ni David d'Adam, plus je parle un monde des dégueulasses, donc je galère pour vraiment les connaître. Et eux, ils viennent parce qu'ils ont envie justement de transmettre. Et ils ont envie de jouer les papas par rapport aux gamins qui sont dans l'équipe. Donc c'est cette relation-là que je trouve super intéressante. Et à un moment donné, il faut que le projet soit au cœur du bazar et qu'on se retourne, qu'on se resserre ensemble. Vous avez vu, juste avant les matchs, ils se resserrent tous comme des fous. Mais ça, pourquoi ils font ça? À votre avis, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se resserrent comme ça tous ensemble? Parce qu'ils ont froid. Parce qu'ils ont froid? Possible, ouais. Quoi d'autre? Se rassurer. Se rassurer. En fait, ils ont peur. Hein. Ces grands gaillards, ces machins, tous ces gars qui font 2 mètres et 120 kilos, ils flippent. Parce que dehors, ça va piquer quand même. Tu joues au All Black, tu joues les machins. Et finalement, c'est un phénomène juste physiologique de vouloir se rapprocher, se rassurer, comme finalement les tribus, comme finalement les animaux, comme il y a ce phénomène de regroupement qui fait qu'on a besoin de se retrouver. Et à chaque fois, s'il n'y a pas un mec qui se met au milieu pour rassurer, pour prendre le lead, et c'est pareil, ça part un peu en vrille. Donc le leadership apparaît à ce moment-là.
Donc là, dans ce schéma-là, le leader, on est dans la deuxième phase de la croissance, et il faut le trouver, qui sait, comment. Encore une fois, pour prendre nous l'exemple, on a pris un manager qui vient issu d'une entreprise, du monde de l'entreprise, qui avait joué bien sûr avant, mais qui n'avait pas ses diplômes d'entraîneur. On a pris un manager qui n'a pas de diplôme d'entraîneur. On s'est fait défoncer par l'environnement. Vous êtes fou, il n'est pas expérimenté, etc. Bah ouais, mais en fait c'est un manager. C'est un véritable manager. Et le management, c'est s'intéresser aux autres, ça c'est Onesta qui me le disait. Et c'est un métier à part entière, quoi. Donc pour ceux qui managent dans la salle, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous faites deux métiers. À la fois ce que j'appelle le petit T, c'est-à-dire votre quotidien qu'il faut les urgences, etc. Et puis le structurant. Vous faites le structurant, c'est-à-dire vous faites grandir votre équipe. Et donc ce manager-là, il s'est entouré de compétences, d'accord ? Mais lui, il n'a peut-être pas forcément une compétence métier extrêmement développée. Mais par contre, il a en lui cette compétence managériale. Donc, on en est à cette étape-là, en fait, finalement, où on commence à gagner avec un manager qui commence à être fatigué. Parce que il est au centre de tout. La troisième étape, et ça c'est ce qu'on recherche, c'est la quête. C'est de faire en sorte que l'équipe elle soit plus autonome, plus agile, qu'elle prenne plus d'initiative, qu'elle soit assez mature pour s'auto-gérer. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de réussir l'équipe de France de rugby. Ça, c'est une évidence. Parce que finalement, Ibanez, Galtier, tout ça, il laisserait une semaine bosser, ne vous inquiétez pas, le week-end, il serait là sur le terrain contre les Blacks. J'en suis convaincu. Parce qu'il y a le leadership qui est parfaitement clair, parce que les règles elles sont parfaitement posées, parce que leur mission, leur vocation, leur grade, leur but, il est très clair. Ils veulent être champions du monde, ces mecs. Ils vont peut-être se planter, hein, mais ils veulent être champions du monde, c'est pour ça qu'ils gagnent des matchs aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça, c'est cette notion de sens, encore une fois, partagée, qui fait qu'à un moment donné, le leader, il peut souffler un petit peu. Et on dit souvent que c'est 4-5 ans de croissance d'une équipe. Hein. C'est pas beaucoup moins. Et donc forcément, ce qu'on recherche tous, c'est finalement ce fameux truc de 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire on cherche l'intelligence collective. On recherche l'intelligence collective, on cherche à ce qu'il y a un maillage, un truc. Pour ça, il y a un élément essentiel. Et ça, je sais qu'on va le partager. C'est un élément de cohésion. La cohésion relationnelle, elle est essentielle. Je vous assure que à travers une troisième mi-temps, un moment passé vrai, sans filtre, sans barrière, sans ce qu'on appelle l'imago, on arrive à créer, à comprendre qui on a en face de nous, les motivations profondes. Je parle super bien anglais 3h du matin. Et ça, c'est un élément vraiment fondateur. Sans la cohésion, quand les mecs ils disent « Allez, venez, on va boire une bière ensemble », s'il y en a que 3 qui suivent, on n'est pas encore réussi. S'il y en a plusieurs, peut-être pas tous, parce que des fois, le monde professionnel fait que c'est un petit peu différent d'avant. Mais quand même, si la majorité suit, c'est que ça y est, la sauce est en train de prendre en fait. Donc ça, c'est la base de tout. Voilà, je ne devrais peut-être pas le dire, parce que c'est pas très RSE de vous parler de ça, mais c'est une réalité. Après, le plus difficile, ça reste quand même aussi ça, c'est la coopération. Tiens, encore un coopération. On résout des opérations ensemble. Ça, c'est pas la même. Parce qu'être bien ensemble, c'est presque facile. Mais résoudre des problématiques ensemble, c'est pas la même. Et moi, j'ai joué avec des mecs avec que je pouvais pas blairer, vraiment. Mais par contre, sur le terrain, on y était. Parce qu'encore une fois, on avait fixé notre but, et je savais que j'avais besoin d'eux sur le terrain. Par contre, je ne serais pas parti en vacances avec eux. Donc le but, c'est pas de faire une bande de copains, le but, c'est de faire une équipe performante. On dit souvent, c'est faut accepter de souffrir ensemble, pas forcément d'être ensemble. Et donc après, le troisième élément, c'est comment on reste motivé durablement. Et les motivations, vous savez, Antoine Dupont, c'est ce qui. Vous avez, il y a beaucoup de froideur chez Ntamak, chez Dupont, etc. Parce qu'en fait, ce qui les anime, c'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu qui les anime. Mais c'est pas tant l'autographe ou ce qu'on appelle nous les motivations extrinsèques, c'est-à-dire externes. C'est ce qu'ils ont dans le bide, voire un peu plus bas. Donc voilà, c'est important de garder cette notion de plaisir. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'un gars de 30 ans, qui a 10 ans de top 14, tout ça, mais quand il arrive à Grenoble, on essaye de le motiver. On essaye de trouver ce qui va le motiver. Et parfois, à 30 piges, c'est compliqué, parce que le genou grince, parce que le contrat il s'est réduit, parce qu'il y a son épouse qui peut-être commence à se dire, bon,
Ça fait 10 piges que je fais le tour de la France là, et que j'abandonne mes boulots. Donc du coup, voilà, ça pose ce sujet-là. Gérer la diversité, encore une fois, je vous l'ai dit, je vais passer très rapidement là-dessus, j'ai 45 joueurs aujourd'hui. Dans ces joueurs, j'ai 30 Français. J'ai 15 joueurs étrangers, j'ai 9 nationalités. J'ai 18 joueurs de plus de 25 ans, j'ai 27 joueurs de moins de 25 ans. Donc j'ai une nuance horrible. Donc comprenez bien que voilà, c'est extrêmement cosmopolite et ça c'est un élément important. Je vous ai parlé du leadership. Le leadership, déjà ça commence par les joueurs. Les joueurs, on doit arriver à organiser le leadership au niveau des joueurs. Il y a les capitaines. Le capitaine, comme on dit souvent, le capitaine ça doit être courageux, intelligent et gentil. Ça paraît comme ça un peu bizarre. Mais en fait la gentillesse c'est au sens de l'empathie. C'est au sens du relationnel, c'est au sens de putain, comment ça va ta famille, putain, toi t'es en galère, viens je te relève, etc. C'est le leader, ce que j'appelle le leader psychologique. D'accord ? Après on a le leader effectif. Le leader effectif, c'est celui qui fait partie du groupe, qui dit peut-être pas un mot, et qui va faire une action à la dernière minute, qui va faire un bien fou à l'équipe. Il y a eu des capitaines comme ça aussi, qui étaient des taiseux. Un mec comme Thierry Dussautoir, pour ceux qui se souviennent, c'était un taiseux. Sauf que l'énorme plaquage à 2 minutes de la fin contre les Blacks, il le faisait. Et ça remettait l'équipe. Donc c'est une autre forme de leadership. D'accord ? Après, il y a le leader, voilà. Donc en gros, il y a le leader effectif, le leader affectif, celui qui va organiser la bringue aussi, et le leader, je dirais, nommé. Voilà. Le leadership, il se retrouve au niveau du staff. Et là, c'est important, et je vais bientôt arriver sur la conclusion de mon intervention, mais donc Fabien Genbacher, la personne dont je vous parlais, c'est la personne dont la photo est un peu plus grande, c'est un ancien joueur du club. En fait, je pense que c'est très important qu'il représente nos valeurs, qu'il représente ce qu'on veut à Grenoble. Fabien, encore une fois, c'est une culture d'entreprise. C'est quelqu'un qui a été joueur, mais qui n'était pas un ultra talent, mais quelqu'un d'extrêmement bosseur, d'accord ? Donc ça fait partie des valeurs. Qui a été jeune joueur au club, donc il s'est formé, donc il connaît le principe de la formation, etc. Et il représente véritablement le territoire avec d'Albertville. Donc ça c'est hyper important. Il a composé un staff qui s'est voulu le plus complémentaire possible aussi. Vous avez ici Arnaud Hegui, qui est un ancien joueur du club aussi, donc il connaît le club, avec un gros palmarès de joueurs. Et vous avez un expérimenté entraîneur, Nicolas Nadeau, qui lui, par contre, n'a rien à voir au public, qui a connu plein de clubs, mais qui ne connaissait pas du tout Grenoble. Moi, j'avais imposé une chose à Fabien, je lui ai dit, tu prends qui tu veux. Par contre, le seul prérequis, c'est que je veux de la complémentarité jeune-vieux, et je veux, tout est relatif, et je veux de la complémentarité dans les cultures. Parce que c'est bien, à partir du moment où j'ai ça, où j'ai ce porteur de projet, après je fais ce que je veux. D'accord ? Parce que je sais que lui va être dépositaire du projet. Des entraîneurs étrangers, qui eux m'apportent le lien avec les joueurs étrangers. Steven Stefano, ancien joueur, et Danny De Beer, spécifique jeu au pied, ancien Mouva, sud-africain. Un préparateur physique parfait sur sa compétence première, je dirais, et qui nous vient d'Angoulême. Jérôme Bernet, qui vient de la Côte-Saint-André, donc qui a été là depuis longtemps. Lionel Anselmos et Lionel Rajval, qui sont des entraîneurs espoirs, parce qu'ils ont connecté avec la formation, etc. Et qu'eux-mêmes ont des joueurs tous les deux au FCG, et aussi ce sont des gens du territoire. J'ai plein d'autres gens, mais c'est les principaux acteurs. Et tout ça pour vous dire que voilà, la complémentarité entre eux est vraiment essentielle. Ils n'ont pas tous joué au niveau, mais ils connaissent quand même bien le sujet. Donc, en fait, finalement, alors là, ça va vous faire bizarre, mais ben, en fait, une équipe de rugby, c'est ça. C'est quoi ça, à votre avis ? Les oies sauvages. Et je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne, les oies sauvages. J'ai appris ça, moi, j'ai halluciné. Je sais pas, vous connaissez, monsieur, vous avez l'air de... C'est quoi ? Ça part en migration suivant une oie qui part et après elle part tomber derrière. Voilà. En fait, elles ont toujours ce système d'escadron, on va dire, d'escadrille, où il y a toujours une qui prend le lead et qui se met devant les autres pour absorber c'est un peu comme le vélo. On est vraiment sur une échappée où du coup, véritablement, elle prend la pression pour les autres, d'accord ? Et quand elle est cramée, elle se décroche. Elle va se mettre à la fin, et c'est une autre qui prend le relais. Et quand il y en a une qui lâche, il y a un groupe de 3-4 oies qui vient se greffer autour d'elle pour la ramener dans le collectif. Ça m'a vachement marqué quand j'ai vu cette histoire-là, parce que je me suis dit, en fait, l'équipe de rugby, c'est quand
parallèle, hein, comme on dit, l'équipe de rugby c'est les oies sauvages, c'est loin. Et en fait c'est rigolo parce que je sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors on va voir ce qu'ont décidé les joueurs du 15 de France. Ils sont relativement éloignés et vont se mettre face aux Néo-Zélandais. Le voici, Piriwepu, qui va donc mener le haka. Ils se mettent en V. C'est un V. C'est un V. Le V de la victoire. Le V de la victoire pour le 15 de France. En se donnant la main face au haka. Les Français avancent. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image! Quelle image! Le 15 de France sur la ligne médiane. Exceptionnel, exceptionnel 15 de France qui a avancé face au haka néo-zélandais. On va marquer une petite pause. Voilà, c'était la petite métaphore. Pour finir, vous voyez à travers le haka, à travers ce rythme là qu'ils ont, et puis à travers cette réaction des Français, on sent que les éléments de culture sont vraiment les éléments qui rassurent, des éléments qui motivent, des éléments qui animent. Et il y a un truc aussi qui m'avait toujours frappé dans ce Stade des Alpes, c'est un Stade des Alpes. Le Stade des Alpes aujourd'hui, c'est un stade qu'on partage avec le foot. Et du coup, on n'a pas je dirais, la même identité qu'on a au Stade des Ligas. Et on recherche ça en fait. Et en fait, pour ça, récemment, on a décidé de travailler sur justement notre analogie. Et là, je sais qu'on est dans le site Alpina, c'est ça? Donc nous, les Alpes, voilà. Et la notion de montagne, elle est pour nous essentielle. Donc il faut savoir que Fabien Genbacher a mis en place quelque chose où dans la salle vidéo, je ne l'ai pas en photo, mais dans la salle vidéo, vous avez la montée de l'Alpe d'Huez en graphisme. Et à chaque match qu'on gagne, il y a le joueur qui est élu par ses pairs le plus combatif, qui prend une petite pancarte avec le nom d'un col, du territoire, et qui vient apposer sur un virage une étiquette autocollante, en disant ça c'est fait. Voilà. On a franchi ce col là, et ainsi de suite. Et on travaille énormément là-dessus. Et on a des groupes de travail, on a les avants, non, ceux qui s'occupent de la défense, c'est les mouflons. Ceux qui s'occupent de la touche, c'est les élans. Ceux qui s'occupent des trois quarts et de l'attaque, c'est les chameaux. Voilà. Et on a un groupe de leaders qui s'appelle naturellement les guides. D'accord ? Donc on est à fond dans cette analogie-là. Et on n'a pas envie d'en faire pour l'instant du marketing, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est notre histoire. C'est ce qu'on veut nous créer par rapport à nos valeurs, à notre territoire, à notre communauté aussi, à nos partenaires. On a envie de vraiment renforcer cet ancrage-là. Et les joueurs adhèrent. Et en fait, maintenant, notre vestiaire ressemble à ça, en fait. Ça, c'est notre vestiaire. Donc, vous avez le Stade des Alpes. Vous retrouvez des petites bêtes. Il y en a de deux côtés, on ne voit pas trop. Les guides sont là. Et puis voilà, on a rajouté le logo dernièrement. Voilà. Parce que c'est, voilà, on essaye de renforcer ce socle fort d'identité. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis bien sûr à votre disposition pour les questions, même si je sais que Hélène va me crier dessus. Mais en fait, voilà, c'est pour moi l'histoire d'une rencontre en fait entre un magnifique partenaire, la société Ardis Group, et puis le FCG. Et en fait, on s'est compris assez rapidement parce qu'on partage le sens.
plus que les valeurs encore, on partage le sens de nos actions, le sens de ce qu'on fait. Voilà. Et je suis convaincu que si vous êtes parmi nous ce soir, c'est qu'on est tous dans le même délire. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus au Stade des Alpes quand vous voulez. Bonne soirée à tous.